Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La politique étrangère commune. 1. En guise d'introduction. International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim. La volonté d'ériger une politique européenne commune a déjà une longue et turbulente histoire. Un grand nombre de projets portant sur une communauté politique européenne, de valeurs très inégales, ont vu le jour avant même la signature du traité de Rome le 25 mars 1957. Ce dernier se situait essentiellement sur le plan économique, ayant pour objet la création d'un marché commun des 6 États membres et la mise en commun de leur industrie atomique. Il se proposait de créer une vaste zone de politique économique commune, constituant une puissante unité de production, et permettant une expansion continue, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et le développement de relations harmonieuses entre les États qu'il réunit. Tout en admettant qu'une communauté économique pourrait n'être qu'une étape permettant éventuellement d'autres réalisations, les architectes de cette intégration économique européenne se sont montrés soucieux de ne pas se laisser entraîner trop loin sur la voie des abandons de souveraineté et n'ont guère envisagé la mise en place d'une politique extérieure. À cela s'ajoute le fait que le vaste mouvement de décolonisation déclenché consécutivement au désastre français de Dien Bien Phu, 1954, et annoncé par les Afro-Asiatiques à Ban Do Hang en 1955, rendait les puissances très vigilantes quant au maintien de leur pouvoir de souveraineté dans l'ordre international. Le traité a cependant reconnu à la CEE le droit de conclure 3 catégories d'accords internationaux. A. Les accords tarifaires et commerciaux, AR. 113. B. Les accords d'association sur la base de l'AR. 238 modifiés par l'Acte unique de 1986, C. Les accords avec les organisations internationales, universelles ou régionales, sur la base des articles 229, 230 et 231. Or, peu après la signature du traité, les partisans des solutions fédéralistes s'empressèrent de suggérer que l'on complète ce processus d'intégration économique par une coopération politique, ce qui pouvait se faire sur la base de l'AR. 235 du traité, selon lequel le Conseil prend, à l'unanimité, les dispositions appropriées, si une action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet. Beaucoup ont pensé que la réalisation du marché commun contenait implicitement une future coopération politique, surtout dans la mesure où l'intégration économique aura été achevée. Au congrès de Wiesbaden de l'Action européenne fédéraliste, janvier 1958, Antoine Pinet et Henri Brugman ont suggéré une certaine coopération fédérale, dans les domaines non couverts par les traités économiques, et dès 1961, sous l'impulsion de H. Brugman, ont été élaborées les 22 thèses portant sur l'intégration politique des États au sein d'une union fédérale. Tout en reconnaissant que les solutions supranationales étaient difficilement transportables telles quelles dans les réalités internationales, et tout en admettant que la disparition graduelle des ministères nationaux des Affaires étrangères serait un bouleversement pour lequel les esprits sont loin d'être mûrs, le programme de l'Action européenne fédéraliste demandait la création d'un comité permanent de liaison, au sein duquel les ministres nationaux des Affaires étrangères se retrouveront en quasi-permanence et où effectuerait l'intégration des esprits. Ce comité devrait comprendre un secrétaire général qui aurait pour mission de préparer les décisions communes et qui représenterait la politique européenne devant le monde extérieur. Bien entendu, tout ceci était fort prématuré, car entre le politique et l'économique, il y a une différence énorme, une différence de nature. Une coopération économique et commerciale peut déboucher généralement sur la supranationalité, mais ce n'est pas nécessairement le cas d'une coopération politique qui porte l'empreinte de la souveraineté étatique et reste intergouvernementale. Et naturellement, l'Europe économique avance beaucoup plus vite que l'Europe politique, pour la réalisation de laquelle il n'y avait pas dans la communauté européenne une institution moteur telle que la Commission. Aussi, une certaine coopération en matière de politique extérieure ne pouvait-elle se réaliser que progressivement, par étapes,
les États membres s'efforçant de réaliser l'indispensable consensus sur leurs intérêts politiques communs en réduisant graduellement l'écart qui sépare l'Europe économique de l'Europe politique. Il y avait tout d'abord l'initiative gaullienne de la coopération politique des Six, présentée sous la forme du plan Fouchet 1961. Elle a échoué. Le rapport d'Avignon, entériné par le Conseil des ministres de Luxembourg 1970, inaugura la coopération politique européenne, CPE, impliquant une information permanente et des consultations régulières sur les problèmes importants de la politique étrangère des États membres. Le rapport de Copenhague, 1973, a précisé les modalités de cette coopération. L'acte unique, 1986, a confirmé sur le plan conventionnel que les États membres s'efforcent de formuler et de mettre en œuvre en commun une politique étrangère européenne, et que les politiques extérieures de la communauté et les politiques convenues au sein de la CPE doivent être cohérentes. Avec le traité de Maastricht, 7 février 1992, la CPE est devenue la politique étrangère et de sécurité commune, PESC. L'Union et ses États membres définissent et mettent en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, dont l'objectif fondamental consiste à assurer l'unité et la cohérence de l'action de l'Union sur la scène internationale. Le Conseil en fixe la portée, les objectifs ainsi que les moyens, procédures, conditions et si nécessaire, la durée d'application à sa mise en œuvre. Statuant à l'unanimité, il définit, sur la base d'orientation générale du Conseil européen, des positions communes et arrête des actions communes, la mise en œuvre de ces dernières pouvant être éventuellement décidée à la majorité qualifiée. La PESC inclut la définition d'une politique de sécurité qui pourrait conduire, le moment voulu, à une défense commune. La Cour de justice n'est pas compétente pour assurer le respect des engagements pris au titre de la PESC. Le traité d'Amsterdam, 2 octobre 1997, a introduit dans le traité de l'UE la notion de stratégie commune, permettant la prise des décisions à la majorité qualifiée, et a entériné la création d'un poste de haut responsable pour la politique étrangère et de sécurité commune, occupé depuis le 18 octobre 1999 par Javier Solana. Le projet d'une constitution européenne établie par la Convention présidée par Giscard d'Estaing, 2003, a confirmé la règle de l'unanimité, tout en prévoyant la création d'un poste de ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui serait mandataire du Conseil pour la politique étrangère et de sécurité commune et en même temps vice-président de la Commission chargée des relations extérieures. Salué par les uns, qui ont surtout noté que l'Europe ne joue toujours pas sur le plan international un rôle politique qui soit à la mesure de son potentiel économique, ces dispositions ont été critiquées par d'autres. Jacques Delors, qui a présidé la Commission pendant 10 ans et auquel on reconnaît une bonne expérience des affaires européennes, dira qu'il reste sceptique quand on annonce à grands sons de trompe qu'on va faire une politique étrangère commune. On y viendra peut-être un jour, mais attention, le chemin sera long. En effet, les crises de Yougoslavie, des Grands Lacs ou d'Irak, au cours desquelles plusieurs États membres avaient adopté des attitudes divergentes, pour ne pas dire contradictoires, ont démontré les limites de cette louable ambition d'agir en commun. Pour y parvenir, il faudrait vaincre au préalable l'obstacle de l'unanimité, mais on n'y est pas parvenu, et après tout on le comprend. En vertu de la règle de l'alternance démocratique, le changement d'une décision gouvernementale dans l'ordre national interne est parfaitement possible dès qu'il y a un changement de gouvernement, mais la modification d'une décision communautaire ou d'une règle conventionnelle dans une Europe à 25 est autrement plus difficile. Elle ne peut se faire qu'avec l'assentiment de la majorité des États membres de l'Union, et cette perspective fait peur aux gouvernants. À cela s'ajoute le fait que déjà dans un grand nombre de matières communautaires, les États membres ne parviennent pas toujours à surmonter l'obstacle de l'unanimité, de telle sorte que plusieurs matières restent depuis des années en dehors de toute réglementation communautaire. Comment alors demander qu'ils soient plus conciliants dans les questions de politique étrangère, où les réflexes nationaux sont infiniment plus sensibles, pour ne pas dire plus exaltés? On arrive alors à ce paradoxe qu'en pratique, la règle de l'unanimité conduit, hélas, à un pouvoir décisionnel d'une minorité. Il suffit d'un seul État pour bloquer la décision. Et les choses deviennent franchement inextricables lorsqu'on croit en nombre. Plus on est nombreux, plus difficile est la prise de décision.
Si un petit pays peut se déclarer favorable à l'adoption des décisions à la majorité, après tout, il n'a pas beaucoup à perdre, ses intérêts nationaux étant limités. Cela devient beaucoup plus difficile pour une grande puissance dont les responsabilités internationales et les intérêts politiques et économiques sont autrement plus importants et ne se comparent pas à ceux des petits États. Pour une grande puissance, les décisions en matière de politique étrangère ne peuvent être prises en principe qu'à l'unanimité. La France aurait-elle accepté une décision majoritaire de l'Europe dans sa politique d'accession à l'armement nucléaire ? La Grande-Bretagne l'aurait-elle fait lors de la guerre des Falklands ? Bien sûr que non. Cela implique qu'en matière de politique étrangère de l'Union européenne, les facteurs institutionnels n'ont pas exactement le même impact que celui dans les autres domaines de coopération. La politique des puissances et le droit de veto brisent ou ignorent les facteurs essentiellement juridiques. Dans une lettre à la présidence de la Communauté en date du 6 décembre 1990, le président Mitterrand et le chancelier H. Kohl ont soutenu que dans la prochaine Union, les décisions seraient prises en principe à l'unanimité, étant entendu que l'abstention ne devrait pas faire obstacle à l'adoption des délibérations. Quant à Peter I, représentant britannique à la Convention européenne, il a clairement prévenu que Britain could not accept moves to remote national vetos on foreign policy. En apprenant que la Convention européenne venait de maintenir l'unanimité comme règle de décision en politique extérieure, l'ambassadeur de Schuttet, grand protagoniste d'une politique étrangère commune, s'exclama que personne ne croit sérieusement qu'on puisse mener une politique à 25 en exigeant l'unanimité. Il n'y aura donc pas de politique extérieure de l'Union. Enfin, on a également fait valoir le problème des relations transatlantiques et partant, les difficultés de mettre sur pied une défense commune, sans laquelle une véritable politique étrangère européenne serait peu performante et pas crédible. Que faut-il en penser ? Y a-t-il un avenir pour une politique étrangère commune ? La politique étrangère défend les intérêts des États. Toute politique étrangère est au service des États, elle est la garante de leur souveraineté. La politique étrangère est l'une des composantes de l'identité étatique. Elle est indissociable du fait national, lequel ne se confond guère avec le nationalisme agressif qui contredit l'esprit communautaire. Certes, de nos jours on assiste à une certaine désacralisation de l'idée d'État et de sa souveraineté. L'interdépendance internationale croissante et les vocations intégrationnistes ont eu pour corollaire l'érosion progressive des souverainetés étatiques qui ne sont plus absolues. Il ne s'agit pourtant pas de faire disparaître sur la scène internationale les États-nations. Si ces derniers connaissent de profondes mutations, ils ne font en fait que se transformer pour mieux s'accomplir, et il est bon qu'il en soit ainsi, car la richesse européenne est faite de sa diversité et celle-ci doit être maintenue. L'Europe ne se substitue pas à nos nations, souligne le président Chirac. Elle les rassemble pour leur donner plus de force. Elle n'est pas synonyme d'abandon, de renoncement, de dilution de notre identité. Der souverän Nationalstaat ist nicht überrollt, rappelle le ministre allemand de la Défense Volker Ruhe. Et ist der Rahmen, in dem die Völker sich freiheitlich, rechtsstaatlich und demokratisch organisieren, und der ihnen identitätsstiftende Kraft gibt. Le passé historique constitue un important élément des identités nationales, car après tout, la construction de l'Europe s'accomplit sur des terres imbibées du sang des nations, lesquelles tiennent à leurs héros et à leurs grands hommes. Les États membres veulent donc qu'on respecte leurs intérêts, mais aussi leurs traditions et leur passé. La politique étrangère des États est le produit de leur histoire. C'est dans le cadre de l'État-nation que se réalise la rencontre démocratique entre les citoyens et leurs représentants. C'est à son Parlement, l'expression de la volonté populaire, et à son gouvernement légitime, que la nation s'en remet pour garantir ses libertés et sa sécurité. De nos jours, les parlements nationaux sont restés le haut lieu de cette légitimité démocratique, tandis que les institutions européennes ne bénéficient pas encore d'un degré d'adhésion suffisant pour assumer souverainement cette fonction de représentation populaire. Les gens se battent pour élire leurs députés nationaux, mais ne s'intéressent que modestement à l'élection des députés européens dont le véritable enjeu leur échappe. Alors que l'UE ne peut se construire sans l'appui des citoyens, la Commission reconnaît que le faible niveau de participation aux élections européennes, partout en Europe,
traduit une certaine indifférence à l'égard du système institutionnel européen. Aux élections européennes de 1999, le taux de participation était de 49,8%, mais aux élections de l'Europe élargie en juin 2004, il n'était que de 44,2%, 47,8% pour les anciens 15 et 27,8% seulement pour les 10 nouveaux. Malgré la victoire écrasante des oui, 76,7%, au référendum espagnol du 20 février 2005 sur le traité constitutionnel, les abstentions ont atteint 57,7%. C'est dire que malgré un demi-siècle d'existence du marché commun, la défense des intérêts essentiels des nations est restée un attribut de l'institution étatique et non pas de l'UE ou des eurodéputés, et cela vaut tout particulièrement pour les matières qui relèvent de la politique étrangère. Un État qui n'est plus en mesure de mener en toute indépendance sa politique étrangère perd l'attribut essentiel de sa souveraineté, il risque de ne plus être un État indépendant. Il faut concilier l'avenir de l'Union avec le maintien des États-nations. Il faut faire l'Europe sans défaire les États. Toute politique étrangère est d'abord une politique d'intérêt. Les États défendent leurs intérêts politiques et économiques qui sont essentiellement variables. Ce qui est important pour les uns peut être dérisoire pour les autres, voire contraire à leurs intérêts. Les relations extérieures d'une grande puissance ont, bien entendu, une autre dimension que celle d'un petit pays. Les options d'un État maritime se comparent difficilement avec celles d'un pays enclavé dépourvu d'accès à la mer. Les relations d'un État hautement industrialisé obéissent à d'autres impératifs que celles d'un pays sous-développé, et ainsi de suite. Les traditions diplomatiques des États décèlent des particularités qui ne sont pas toujours facilement conciliables. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique ou le Portugal ont des liens privilégiés avec les pays d'Afrique noire. L'Espagne défend ses intérêts particuliers en Amérique latine. L'Allemagne cultive des relations privilégiées avec les pays d'Europe centrale et orientale. L'Italie, Espagne et la France exercent leur influence dans la Méditerranée. Les Pays-Bas ont maintes fois manifesté leur sensibilité pro-israélienne dans le conflit du Moyen-Orient. Une certaine concordance émerge cependant. La politique internationale concerne prioritairement les États, c'est-à-dire ce qu'il y a au monde de moins impartial et de plus intéressé. À plus d'un égard, elle fait hélas fi des considérations morales et n'est guidée essentiellement que par les intérêts de l'État et par les considérations de prestige national. Pour qu'il y ait au sein d'une association d'États une politique étrangère commune, il importe donc de concilier ces intérêts. Il faut que les intérêts nationaux qui s'opposent se transforment graduellement en un intérêt commun. Ce n'est qu'alors que les États membres d'une communauté ou d'une alliance pourront valablement parler d'une seule voix. En fin de compte, une politique extérieure européenne commune implique qu'il y ait au préalable une identité européenne commune représentant une réalité spirituelle plus encore que matérielle, et qu'il y ait chez les populations du continent la conviction de leur destin commun. C'est la conscience de l'appartenance à cette identité européenne et à ce destin commun qui concourt à la formation d'une volonté politique commune et qui offre la légitimité à elle'. Exercice par une autorité européenne interétatique, des attributions décisionnelles en matière de politique extérieure. C'est bien entendu un processus de longue haleine qui ne s'improvise pas, et ne se décrète pas. Une politique commune appelle qu'il y ait au préalable un intérêt commun conçu comme tel par les États, et approuvé comme tel par l'opinion publique. Dans cette matière, elle est difficile, les bonnes intentions ne suffisent pas pour concilier ce qui est inconciliable. Et surtout, il faut éviter de se fier aux déclarations flamboyantes sans rapport avec des réalités. Elles ne créent que des illusions et des apparences dont la politique étrangère a horreur. Le respect des réalités est primordial. Europa braucht en osan Politik, die mehr ist, als Papiernerklärungen von Diplomaten. Pour l'instant, l'Union européenne ne dispose que d'une quasi-diplomatie. Un certain nombre de prémices plaident cependant en faveur de cette entreprise. Le premier président de la Commission, Walter Hallstein, notait que les politiques extérieures des pays de notre communauté sont concordantes sur un grand nombre de points. Ce qui s'explique par une similitude ou tout au moins par une parenté des traditions, des notions de valeur et des intérêts. Il soulignait il existe dans le monde des régions où les intérêts de la communauté ne vont pas au-delà de relations économiques ou culturelles.
Là, l'action de la communauté devrait pouvoir bientôt s'étendre au domaine non économique. En effet, concurremment à l'affermissement du rôle économique de la CEE et à l'élargissement de ses intérêts, on assista à une extension progressive des compétences qui n'avaient pas été attribuées expressément à la communauté. En 1961, la Cour de justice européenne a admis l'éventualité des incursions de la compétence communautaire dans les souverainetés nationales, là où elles sont nécessaires pour que du fait des pouvoirs retenus par les États membres, l'effet utile du traité de Rome ne soit pas grandement diminué et sa finalité compromise. En 1977, la Cour a reconnu la validité de la théorie des pouvoirs dits implicites, en affirmant que la compétence pour prendre des engagements internationaux peut non seulement résulter d'une attribution explicite par le traité, mais également découler de manière implicite de ses dispositions. De nos jours, l'Union européenne entretient des relations diplomatiques avec la plupart des pays de la communauté internationale, lesquels ont accrédité des missions diplomatiques auprès d'elle. À la fin de 2003, la Commission disposait de 130 délégations à l'étranger. Depuis 1961, date de la conclusion d'un accord économique avec la Grèce, la communauté a développé un vaste réseau d'accords d'association et de coopération avec des pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Afrique, accords qui sont négociés par la Commission, soumis à l'approbation du Conseil et à l'avis conforme du Parlement. Plusieurs de ces accords ont instauré un dialogue politique permanent, qui consolide le rapprochement entre les parties et encourage le respect de la démocratie et des droits de l'homme. La Convention de Yaoundé signée en 1963 avec les 18 États africains et malgaches, renouvelée en 1969, les conventions de Lomé avec les États d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes, et l'accord de Cotonou du 23 juin 2000 entre l'Union et 77 pays ACP revêtent pour les pays signataires une importance primordiale pour leur développement économique, qui est au cœur de leurs relations extérieures. Dès 1973, la Commission a commencé à définir sa politique de coopération avec les pays de la Méditerranée, laquelle déborde les aspects purement économiques. Elle a signé des accords de coopération avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANSEA, lesquels approfondissent le dialogue politique et la coopération économique avec ces pays, et a conclu plusieurs accords prévoyant un tel dialogue avec les pays d'Amérique latine. Les États membres de la Commission ont fini par parler d'une seule voix lors des pourparlers Est-Ouest sur la sécurité et la coopération européenne, ayant conduit à l'adoption de l'acte final d'Helsinki en 1975, ont réagi en commun à l'intervention soviétique en Afghanistan et à la guerre des Falklands, et ont adopté les mêmes positions, il est vrai le plus souvent déclaratives, vis-à-vis d'un grand nombre de problèmes internationaux. Consécutivement au traité d'Amsterdam, l'Union européenne a développé des stratégies communes à l'encontre de la Russie, de l'Ukraine, de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Souhaitant maintenir sa présence politique dans les zones conflictuelles, elle a nommé des représentants spéciaux dans la région des Grands Lacs, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en Éthiopie, Érythrée et en Afghanistan. La communauté est entrée en relation avec un grand nombre d'institutions internationales et a adhéré à la FAO et à l'OMC. De nos jours, les États membres adoptent dans la majorité des cas la même attitude lors des votes des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, et depuis 1975, le président du Conseil de la Communauté européenne fait à l'Assemblée générale annuelle une déclaration explicitant la politique commune des États membres de la communauté. Les États membres ont condamné sans réserve l'invasion du Koweït par l'Irak, 1990, ont demandé le retrait sous condition des forces irakiennes et ont décrété des sanctions à l'encontre de l'État agresseur. Tout au long de ces dernières années, l'Union européenne a œuvré pour s'imposer comme un acteur crédible sur la scène internationale et un partenaire libre des États-Unis. À plus d'une reprise, elle a contribué à relancer le dialogue entre des parties en conflit en offrant sa médiation ou en apportant une aide humanitaire aux populations civiles. Le respect des droits de l'homme, qui est une des pierres angulaires de la coopération européenne, est un élément important dans les relations entre les pays tiers et l'Union, constitue à lui seul un programme de politique étrangère de l'UE. Celle-ci est intervenue en de multiples occasions auprès de maints gouvernements,
pour chercher à améliorer la situation des populations en matière des libertés fondamentales. C'est une tâche ardue. Au cours des années 1985 à 1986, les droits de l'homme ont été violés par plus de 50 gouvernements avec lesquels la communauté avait conclu des accords préférentiels. Le Parlement européen s'insurge contre cette situation et rappelle que la promotion des régimes démocratiques, régis par des lois et des institutions propres à un État de droit, garantissant la sauvegarde des libertés fondamentales de l'individu et la protection des droits de l'homme, sont des éléments essentiels de la définition de la politique étrangère de l'Union. Depuis 1992, une clause insérée dans les accords conclus entre l'UE et les pays tiers stipule que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme constitue un élément essentiel des relations contractuelles. Sa violation peut conduire à la suspension de l'accord international. De nos jours, ce dispositif de suspension figure dans les accords conclus par l'Union avec les pays tiers. Les événements de ces dernières décennies ont confirmé qu'il y a en Europe des problèmes politiques qui ne peuvent pas être résolus par les États individuellement, mais collectivement. Ce fut le cas de la crise de l'énergie en 1973, qui a hélas tourné à la débâcle, les pays européens continuant à agir individuellement. La lutte antiterroriste nécessite elle aussi, impérativement, une coopération de tous. Elle a donné lieu à la signature le 10 novembre 1976 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Il faut donc tenter de prendre des positions communes à l'égard de tels problèmes. Dans un grand nombre de domaines, les intérêts étatiques sont identiques et se prêtent à des prises de position communes, à quoi s'ajoute le fait qu'il existe parmi les États membres des affinités qu'il faut chercher à rapprocher et à harmoniser. Si les 25 pays membres de l'Union devaient conduire des politiques étrangères contradictoires, cela conduirait à les diviser au point que l'UE ne s'en remettrait pas, ce serait la fin de l'Union. Cette coordination et cette harmonisation doivent se faire pragmatiquement, pas à pas, en prenant en considération tous les vecteurs et tous les intérêts en présence. Il faut aboutir si possible à un consensus, trouver une voie qui soit acceptable pour tous. Cela implique beaucoup de patience et prend naturellement du temps. Ceci dit, les problèmes sont beaucoup plus difficiles à régler lorsqu'il s'agit de gérer les crises, lorsqu'il faut harmoniser des rapports intergouvernementaux dans les régions où règnent des tensions politiques, ou lorsqu'il s'agit de situations conflictuelles où les puissances ont des intérêts spécifiques ou des relations privilégiées avec certains États. De nos jours, l'Union européenne ne dispose pas encore d'une capacité de gestion des crises. La guerre de Bosnie-Herzégovine a été un cruel révélateur de l'impuissance de l'Europe de gérer une crise. Je vois dans la tragédie yougoslave, dit Jacques Delors, la preuve de la non-existence de l'Europe comme acteur dans la politique étrangère. La situation au Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien ont amené les États membres à adopter des positions verbales répétitives n'ayant aucun impact concret sur les agissements des parties concernées. Leur attitude à l'égard de l'éclatement de l'Union soviétique n'a pas été très cohérente. La politique étrangère européenne s'avéra franchement inexistante dans la guerre d'Irak, les États membres adoptant dans ce conflit des positions opposées. L'UE n'a pas les moyens d'agir militairement lorsque les circonstances appellent une telle action. Elle ne s'est guère engagée au Rwanda, où le génocide ethnique de 1994 se solda par 800 000 morts. Ce n'était pas une abstention isolée. Le 10 avril 2003, le Parlement européen a regretté la division entre les États membres sur les questions cruciales de politique étrangère. Étant fondée sur le principe de l'unanimité, la politique étrangère et de sécurité commune se réduit souvent au plus petit commun dénominateur. Elle réagit aux événements plutôt qu'à les prévenir et dans ces conditions reste en grande partie déclaratoire, ce qui pose des problèmes car entre parler et agir d'une seule voix, il y a une grande différence, parfois un fossé. Sans dénier que la diplomatie du verbe n'a pas toujours été inutile, par exemple en matière de la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, il avait été souligné que les déclarations de l'UE, plus d'une centaine chaque année, constituaient en fait une sorte d'alibi visant à dissimuler les faiblesses et les possibilités de l'Europe d'agir efficacement, d'autant plus que la qualité et la banalité de certaines de ces prises de position paraissent être inversement proportionnées à leur quantité. L'Union européenne pourrait-elle mener une politique étrangère digne de ce nom,
en continuant à se confiner dans un stérile verbalisme répétitif et dans des déclarations n'ayant aucune portée contraignante? C'est une question de responsabilité. Selon le témoignage d'Étienne d'Avignon, ardent protagoniste de l'intégration européenne et d'une politique étrangère commune, the participant in the early 1970s hoped that the excursion into diplomacy cooperation might reinforce the community's external dimension in areas not covered by the treaty. Mais il est vite apparu que cette coopération laissait à désirer. L'inflation de déclarations publiées à l'occasion des différentes calamités affectant la paix et la sécurité internationale n'ont le plus souvent conduit à aucun résultat tangible. Dans le conflit du Moyen-Orient, cette source inépuisable de divergences au sein de l'Union, les prises de position verbales de l'UE ne se comptent plus, mais les choses restent ce qu'elles sont. S'agissant de la crise yougoslave, rien qu'U'. En 1991, il y en avait 22, destinés pour la plupart à masquer l'impuissance des États membres à maîtriser ces tragiques événements. On aurait voulu espérer un changement de ces pratiques qui ne plaidaient pas spécialement pour la crédibilité de la PESC, mais cet espoir fut déçu. Au cours de 2003, il y avait 152 déclarations de la présidence de l'Union dans le domaine de la politique étrangère commune, et il est arrivé que certaines de ces déclarations se sont avérées franchement contradictoires par rapport à l'attitude adoptée antérieurement par la Commission. On estime généralement que les grandes puissances qui occupent une place privilégiée dans l'ordre international, et qui jouent un rôle de premier plan dans les affaires de l'UE, sont à plus d'un égard responsables de certaines de ces discordances en matière de la PESC. Pour Eneko Landaburu, directeur général à la Commission où il est chargé des relations extérieures, la réalité est que les grands pays ne veulent pas partager la souveraineté sur les éléments essentiels de politique extérieure. Ils considèrent que leurs intérêts vitaux sont en jeu, c'est légitime, et ne veulent pas être mis en minorité par une agglomération de petits pays. Il a été affirmé que la politique étrangère est réservée prioritairement aux seuls grands de la planète. Seules les grandes puissances ont une politique étrangère, les autres États ayant pour seule alternative soit d'être protégés, soit d'être neutres. Il y a une bonne dose de vérité dans cette assertion qui doit être cependant nuancée, car s'il est exact que dans le passé, seules quelques grandes puissances jouaient un rôle déterminant dans le jeu des relations interétatiques en Europe, la place des petits pays ne doit pas être sous-estimée. Tout au long de l'histoire du continent européen, l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie faisaient la guerre et la paix, créaient et défaisaient les États, se partageaient des zones d'influence réciproques. Les décisions du Congrès de Vienne en 1815 ou la création d'un État belge indépendant en 1930 avec le concours décisif de la Grande-Bretagne en sont des exemples significatifs. Ces actions trouvaient leur limitation par l'application du principe de l'équilibre européen, la Grande-Bretagne veillant à ce qu'il n'émerge pas sur le continent européen une puissance dominante. Le système politique prévalant à l'époque se référait également à la notion d'ennemi héréditaire. L'animosité franco-allemande en était une parfaite illustration. Depuis le XVIIe siècle, ces deux grands peuples se combattaient continuellement voulant dominer l'un l'autre, leur conflit débordant le contexte national, pour se situer au niveau européen en prenant finalement une dimension planétaire. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils prennent conscience de l'absurdité de ces luttes ruineuses et procèdent à la réconciliation de leurs relations séculaires en participant à la création de la CECA en 1950 et de la CEE en 1957. Désormais, un conflit armé franco-allemand est impensable. De nos jours, les choses ont bien entendu évolué, notamment sous l'impact de la décolonisation qui a ébranlé les empires coloniaux dans le monde, mais le rôle joué par les grandes puissances dans les affaires mondiales est resté prépondérant. La Charte des Nations Unies reconnaît aux 5 grands une place privilégiée dans l'ordre international. Membres permanents du Conseil de sécurité dont les décisions peuvent avoir une importance capitale en matière de guerre et de paix, ils y disposent d'une prérogative exceptionnelle dans la prise des décisions, à savoir du droit de veto. C'est dire que la place des États dans les relations internationales est restée très inégale, et cette situation se reflète également au sein de l'Union européenne. Depuis 1945, seules la Grande-Bretagne et la France sont membres permanents du Conseil de sécurité et à ce titre contribuent activement à ces prises de décision,
mais ce n'est pas le cas de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne. Peut-on imaginer que les Britanniques et les Français consentiraient à renoncer à cette position privilégiée pour y être remplacés par un représentant unique de l'Union européenne? Il serait bien naïf de le croire. En second lieu, la Grande-Bretagne et la France sont devenues des puissances nucléaires, et à ce titre occupent dans la politique mondiale une place exceptionnelle qui ne se partage pas, et qui crée une situation d'inégalité par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Il serait illusoire de penser qu'une puissance qui dispose d'armes de destruction massive admette que dans ce domaine, les décisions ne relèvent plus de sa souveraineté nationale mais seraient partagées avec les autres États membres de l'Union. La décision d'emploi de l'arme nucléaire française ne peut se partager. Lors d'un débat animé au Parlement européen sur les essais nucléaires français en septembre 1995, Wilfried Martens, ancien Premier ministre de la Belgique et chef du groupe du Parti populaire européen, déclara qu'il est dépassé, que la France et la Grande-Bretagne soient les deux seules puissances européennes qui disposent d'armes nucléaires. Leurs arsenaux nucléaires devraient être rassemblés et mis à la disposition de l'Union européenne, a-t-il dit. Bien entendu, cette démarche n'a eu aucune suite. Les représentants français ont simplement réitéré la proposition de la France de placer l'Europe sous son parapluie nucléaire. Les puissances jouent également un rôle prépondérant sur le plan économique. 4 États de l'Union européenne, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, font partie du groupe des 7 puissances les plus industrialisées G7 qui se réunissent périodiquement pour examiner des problèmes cruciaux qu'affronte la communauté internationale. Ce n'est qu'à partir du Conseil européen de Rome en 1976 qu'il a été décidé d'inviter le président de la Commission et le président du Conseil à siéger à ces réunions comme observateurs. Troisièmement, les politiques étrangères de la Grande-Bretagne et de la France décèlent des spécificités qui sont loin d'être concordantes et qui ne facilitent pas l'harmonisation de la politique extérieure de l'Union. Certains politiciens sont convaincus, mais sont-ils convaincants? Que seule la Grande-Bretagne et la France ont actuellement une vision pour l'Europe. La France qui fait partie de l'alliance politique de l'OTAN, mais n'adhère point à ses structures militaires. Reste en quête d'une grande politique, et rêve d'une Europe puissance, qui aurait la capacité de rivaliser avec les États-Unis à la manière de Paris. Quant aux Britanniques, si leurs relations commerciales préférentielles avec les pays du Commonwealth se sont de nos jours atténuées, elles restent toujours présentes, de surcroît. Ils maintiennent des liens politiques spéciaux avec les États-Unis, lesquels exercent par ailleurs un droit de regard sur leur arsenal nucléaire. Devenue aujourd'hui la première puissance mondiale, l'Amérique mène une politique hégémonique qui ne va pas toujours de pair avec les positions de la majorité des États membres de l'Union européenne. Or, pour cette dernière, les relations avec Washington revêtent malgré tout une importance qualifiée de décisive, étant donné le rôle exceptionnel joué par les Américains dans l'ordre international, ainsi que du fait que la plupart des États membres de l'UE alignent leur défense sur celle des États-Unis et font partie de l'Alliance Atlantique, ce qui assure leur sécurité, mais ne facilite pas la mise en place d'une politique commune de sécurité et de défense. Si plusieurs États membres de l'Union, y compris la France, ont pris leur distance vis-à-vis de l'intervention militaire américaine en Irak, ce n'était pas le cas de la Grande-Bretagne qui, tout au long de ce malheureux conflit, se rangea fidèlement aux côtés des États-Unis. Bien entendu, ces divisions, cette absence d'une politique commune de sécurité et de défense, freine considérablement la mise en place d'une véritable politique étrangère commune de l'Europe. Depuis la signature du traité de Rome, chacune des grandes puissances disposait à la Commission de 2 postes, au lieu d'un seul réservé aux autres pays, et tout compte fait, il est normal qu'étant donné leur poids politique et économique, elles se soient toujours efforcées de jouer un rôle directeur dans les affaires européennes. Dans une certaine mesure, cette influence exercée par les grands varie selon le rôle joué par la Commission. Une éventuelle faiblesse de celle-ci ne peut que profiter aux puissances pour renforcer leur influence. Et les grands ne cachent pas leurs ambitions. En sa qualité de président de la République, Valéry Giscard d'Estaing déclara le 15 mai 1979 « Nous autres Français ne sommes pas doués pour jouer les traînards.
Le génie de la France la porte à se placer en tête de ceux qui défendent les idées neuves et généreuses. C'est l'intérêt de la France de conduire l'organisation de l'Europe. Depuis des années, l'axe franco-allemand s'érigea en un véritable moteur de l'intégration européenne en prenant un certain nombre d'initiatives qui ont facilité ce processus. Seule l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne faisaient partie du groupe de contact avec la Bosnie, mis en place par les États-Unis avec le soutien de la Russie, et ainsi de suite. Bien qu'essentiellement positive, cette situation soulevait certaines réserves, notamment des petits pays. Mark Eskens, qui fut ministre des Affaires étrangères de la Belgique de 1989 à 1992, a soutenu que les grands pays européens, à savoir l'Allemagne fédérale, la France et la Grande-Bretagne ont tendance, consciemment ou inconsciemment, à former un directoire implicite à l'intérieur duquel ils s'accordent sur une série de questions. Ces accords sont alors virtuellement imposés aux plus petits pays. Ce n'est que dans la mesure où les petits pays de la communauté peuvent faire appel à des institutions européennes, telles le Conseil des ministres, où l'on prend des décisions à la majorité qualifiée dans un nombre croissant de cas, qu'ils peuvent se sentir protégés contre les abus de puissance implicites ou explicites de la part des plus grands pays. Néanmoins, si ces récriminations peuvent être parfois fondées, toute exagération au sujet du rôle des grands est à proscrire car certaines de leurs interventions sont hautement positives, pour ne citer que l'action entreprise en 2003 à 2005 par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne à l'encontre de l'Iran afin d'engager ce pays à n'utiliser le nucléaire qu'à des fins strictement pacifiques et non militaires. Les petits, les Pays-Bas, la Belgique ou le Luxembourg, n'ont pas un poids politique suffisant pour agir en une telle affaire avec quelque succès. Certains États membres ont manifesté leurs réserves à l'occasion de l'affaire du pacte de stabilité, en faisant savoir que ce dernier devrait être appliqué par la France et l'Allemagne de manière non discriminatoire, et en février 2004, ils se sont montrés sceptiques vis-à-vis de la réunion à Berlin entre Jacques Chirac, Gerhard Schröder et Tony Blair et de leur proposition de créer au sein de la Commission un poste de super-commissaire économie. Voyant dans cette démarche une tentative d'instaurer une espèce de directoire à trois, ce que ces derniers ont nié énergiquement, Espagne, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Estonie ont réagi par des contre-propositions adressées à la présidence irlandaise de l'Union. S'il est normal que les États de l'UE ne soient pas en mesure d'avancer toujours au même rythme sur tous les sujets, il y a lieu d'éviter la constitution d'un seul noyau dur regroupant quelques puissances d'avant-garde. Comment ne pas voir l'inquiétude qui naîtrait d'une pareille initiative, dans nombre d'États membres qui redouteraient la formation d'un directoire au sein de l'Union, et la mise en place d'une forme de hiérarchie entre les pays. S'agissant plus spécialement des petits États, ces derniers essaient de sauvegarder leur place et leurs intérêts par le jeu de bascule entre les grandes puissances, à telle enseigne qu'on arrive de temps à autre à un affrontement entre les grands et les petits. Réunis à Luxembourg en mars 2003, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, la Finlande, l'Irlande et l'Autriche ont formé un front commun pour s'opposer à la proposition franco-allemande relative à la double présidence de l'Europe. Grosso modo, on peut dire que les petits pays ont plus facile à s'intégrer dans le processus intégrationniste européen que les grands dont les intérêts revêtent une dimension politique qui va au-delà du contexte communautaire. En règle générale, leur coopération au sein de l'Union européenne est loin d'être figurative, elle est positive et appréciée. Si dans l'Europe des 15, chacun des 5 grands avait 2 commissaires à la Commission, les petits pays n'étaient pas oubliés, ils y avaient chacun un commissaire disposant du droit de vote et investi de réelles attributions. Charles Ferdinand Nothomb dit qu'. Ils sauvegardent mieux leur liberté par des transferts de souveraineté à l'Europe que par un abandon au leadership de tel ou tel plus grand État. Ils puisent d'ailleurs dans les mécanismes institutionnels de la communauté le moyen d'y jouer un rôle qui dépasse leur taille physique. Bien entendu, ces pays décèlent eux aussi une spécificité dans la conduite de leur politique étrangère, mais on peut difficilement imaginer que dans une Europe des 25, un mini-État se permette d'utiliser le droit de veto pour s'opposer à une décision communautaire. Un pays comme le Luxembourg n'a qu'une présence très limitée dans la politique internationale, mais le rôle conciliateur et modérateur qu'il joue dans l'Union européenne ne doit pas être sous-estimé, loin de là. 2 personnalités luxembourgeoises ont déjà assumé la présidence de la Commission.
La Belgique et les Pays-Bas, deux pays qui tenaient autrefois une grande place dans l'expansion coloniale outre-mer, ont perdu leurs colonies et leurs territoires sous tutelle et toute proportion gardée. Leur influence sur le cours des événements mondiaux est devenue aujourd'hui peu significative. Il n'en est pas moins vrai que leur attachement à l'idée européenne a toujours été très ardent. Défendant le principe de supranationalité, les Belges se sont déclarés en faveur des décisions communautaires à la majorité qualifiée. Tant les Belges que les Hollandais estiment que leur adhésion à l'Union offre une alternative exceptionnelle à l'exiguïté de leurs marchés nationaux et présente donc des possibilités accrues pour améliorer leur situation économique. En outre, cette présence les protège contre un éventuel interventionnisme des puissances, car pendant des siècles ils étaient une proie ou un enjeu des impérialismes antagonistes, un territoire de passage de leurs armées et de leurs entreprises guerrières. M. Couve de Murville soulignait que parmi les petits pays, la Belgique et les Pays-Bas, fatalement, n'ont pas en politique internationale les mêmes préoccupations qu'un pays comme la France, pour ne pas parler de l'Allemagne, de l'Italie ou de la Grande-Bretagne. Ils n'ont ni les mêmes traditions historiques, ni les mêmes intérêts partout, ni les mêmes responsabilités, ni, si je puis dire, les mêmes moyens. L'idée qu'une Europe unie pourrait avoir sa place et son rôle dans le monde n'est donc que bien peu de nature à les séduire. Leurs soucis traditionnels, car eux aussi ont le sens de leur indépendance et la volonté de la préserver, est de n'être dominés par des voisins immédiats plus puissants, allemands et français. Depuis des siècles, ils se sont appuyés pour y parvenir sur une Angleterre extracontinentale. Tout au long de leur histoire tourmentée, les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont été plutôt l'objet de la politique des puissances, surtout de la Russie, et disposaient de peu de moyens pour jouer un rôle politique autonome, mais leur situation géopolitique dans le voisinage russe leur confère une évidente importance stratégique. Plus d'une fois, le Danemark récusa les projets européens portant, prétendait-il, atteinte à sa souveraineté, tandis que l'Irlande, l'Autriche ou Malte qui pratiquent ou s'efforcent de pratiquer une politique de neutralité, récusent une politique européenne de sécurité et de défense, une composante de la politique étrangère commune, qui ferait fi de leurs postulats en matière de neutralité. L'on se souvient que la signature de Acte unique en 1986 a suscité une plainte auprès de la Cour suprême irlandaise, alléguant que ce document violait la neutralité du pays. Ces derniers temps, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande et la Suède ont adopté une position excluant l'obligation d'assistance dans le cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée, mais il est vrai qu'on peut se demander si celle-ci est vraiment à redouter dans le contexte de l'après-guerre froide. Ajoutons qu'à l'exception de l'Irlande, les États membres de l'Union font partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qui soulève le problème de la concordance de cette adhésion avec les options de la politique extérieure de l'UE. Une politique étrangère européenne ne signifie pas une politique unie. La mise en place d'une politique extérieure commune dans le secteur des relations internationales ne supprime nullement les politiques nationales et les ministères des Affaires étrangères nationaux qui, bien entendu, subsistent. On est alors en présence d'un dualisme institutionnel impliquant la coexistence de deux systèmes diplomatiques, potentiellement à la fois coopérants et concurrents. Cette situation est de nature à poser de sérieux problèmes lorsque les intérêts vitaux des États sont en jeu, sans qu'on puisse savoir exactement à l'avance quels sont ces intérêts. Il s'agit de notions essentiellement variables, définies unilatéralement et discrétionnairement par chaque puissance. Le cas échéant, on ne peut que tenter de coordonner des actions nationales dans un cadre commun, sans y substituer un mode d'action unique. La pratique internationale abonde en exemples de ces difficultés, comme cela fut confirmé à l'occasion des explosions nucléaires françaises en 1995, lors des événements sanglants en Bosnie ou au Kosovo, lors des tueries qui se sont produites en Afrique ou dans la guerre d'Irak. Le gouvernement belge ayant refusé de fournir à la Grande-Bretagne, engagée dans la guerre du Golfe, des obus d'artillerie qu'elle avait demandés, ce refus a porté un préjudice à l'image internationale de la Belgique auprès des États membres de la communauté. Les différentes vagues d'élargissement de la communauté ont singulièrement compliqué la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune. L'esprit communautaire s'estompe au profit de l'esprit national, et un seul État peut bloquer l'adoption d'une décision commune.
Déjà l'entrée de la Grande-Bretagne en 1973 a confirmé l'extrême difficulté de cette entreprise, Londres restant fermement opposé à toute idée de supranationalité des institutions communautaires ainsi qu'à l'adoption majoritaire des décisions en matière de relations extérieures. Le problème de l'Irlande du Nord est loin d'être réglé, et l'adhésion de l'Espagne à la communauté en 1986 n'a nullement mis fin à son conflit avec Londres au sujet de Gibraltar. Tout au plus, certains aspects de ce différend ont pu être atténués, la CEE adoptant dans cette affaire une position fort discrète. En fait, la politique extérieure commune fait fi des relations mutuelles des États européens, lesquels ne sont plus considérés par les États de l'Union comme relevant de la politique étrangère, mais plutôt comme constituant une modalité transeuropéenne de leur politique intérieure. Il y a également le problème de la neutralité qui fut soulevé lors de la présentation de certaines candidatures d'entrée à la communauté. Malgré l'atténuation de la portée politique de ce concept à la suite de la désintégration de l'URSS et la fin de la guerre froide, il reste que l'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande en 1995 a amené l'Union européenne à tenir davantage compte de leurs préoccupations de neutralité. L'élargissement de l'UE à 25 États membres le 1er mai 2004 a rendu la vie de l'Union plus difficile, un certain esprit national s'opposant désormais avec plus de vigueur à l'esprit communautaire. Certains pays parmi les nouveaux 10, alignés sur les États-Unis sur le plan de la sécurité et de la défense, se sont dits très sceptiques quant à l'opportunité, ou le bien fondé, d'une politique extérieure européenne. Le président de la République tchèque, Václav Klaus, déclara carrément « Ich brauche keine europäische Außenpolitik, das wäre gefährlicher als alles andere. Ich brauche nicht die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten, einmal bin ich für die amerikanische Politik, manchmal dagegen. » La prochaine adhésion de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie ne réduira pas ces difficultés. Malgré un vote largement favorable du Parlement européen et une décision équilibrée du Conseil européen, de grandes divergences se sont manifestées au sujet de l'adhésion de la Turquie qui risque d'être mise en question par le vote négatif d'un référendum français. L'avenir des relations extérieures de l'UE élargie est marqué par l'incertitude. Pourra-t-on éviter les prises de décision au plus petit dénominateur commun ? N'y a-t-il pas un danger de paralysie ? Si la communautarisation de la politique étrangère européenne ne résulte pas d'un simple prolongement des politiques nationales, on peut se demander dans quelle mesure les nouvelles fonctions prévues par la Constitution créeront de véritables organes. Tout dépend en fait de l'enracinement de l'idéal européen dans la conscience politique des gouvernants et des populations. La politique étrangère de l'Europe ne pourra pas avancer sans l'appui actif des citoyens. Après la ratification souhaitée du traité constitutionnel, les mécanismes nationaux en matière de politique étrangère seront toujours présents, mais sans être exclusifs. Les ministères des Affaires étrangères des grandes puissances garderont leur position dominante, alors que, selon toute probabilité, ceux des petits États perdront progressivement d'influence. Bien entendu, les relations avec les États-Unis seront au cœur de la future politique extérieure de l'Union européenne. Alors que les Américains avaient soutenu l'unification de l'Europe tant qu'elle se limitait à l'économie, l'unification politique du vieux continent leur apparaît plutôt comme une certaine menace impliquant la contestation de leur leadership mondial. Ils freineront donc les tentatives de l'UE d'ériger une grande politique extérieure européenne, qui se voudrait être à la mesure de ses potentielles économies. Ceci étant, une confrontation majeure avec les États-Unis est à éviter à tout prix. Seule une coopération mutuellement avantageuse permettra à l'Europe et à l'Amérique de faire face aux durs défis qui domineront la vie internationale de demain. Ajoutons qu'avec le déplacement ces derniers temps du centre de gravité des intérêts stratégiques américains vers l'Asie et le Moyen-Orient, le rôle de l'Europe dans le système de sécurité américain s'est quelque peu atténué. Dans ses conclusions sur le Service européen pour l'action extérieure, le futur service diplomatique de l'UE, le Conseil européen a invité en décembre 2004 Javier Solana, la Commission et les États membres à poursuivre leurs travaux préparatoires visant à mettre en place ce service. Des débats à ce sujet auront lieu au sein du Comité des représentants permanents de l'UE, COREPER, lors de la préparation du Conseil Affaires générales.
J. Solana fut invité à présenter un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux, pour la réunion du Conseil du 17 juin 2005. Le budget de l'Union européenne pour 2005, 106,3 milliards d'euros, a prévu 5,2 milliards d'euros pour les actions extérieures de l'UE. 2. Le général de Gaulle et la coopération politique européenne. Le plan Fouchet. La spécificité de la politique étrangère française depuis l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, juin 1958, allait grandement compliquer la définition d'une politique européenne commune des six. Pour l'homme d'État français, la diplomatie sous des conventions de forme ne connaît que les réalités, et celle-ci se réfère essentiellement aux faits nationales, en dehors de toute idée de supranationalité européenne, atlantique ou onusienne. De Gaulle voulait restituer à la France son prestige en Europe et dans le monde. Pour lui, la France ne saurait durer qu'au premier rang. La France, c'était la grande ambition du général. Il s'érigeait contre la solidarité atlantique sous prétexte de laquelle, affirmait-il, on soumettait la France à l'hégémonie des anglo-saxons. Bien que la France, comme les autres États membres de la communauté, fut signataire du traité de l'Atlantique Nord en 1949, le général estimait que par la mise sur pied de l'OTAN, la défense française et par là la politique française disparaissait dans un système dirigé par l'étranger. Cette attitude s'expliquait tout au moins en partie par les démêlés qu'avait de Gaulle tout au long de la guerre avec le Premier ministre Churchill et le président Roosevelt. Pour les Britanniques, il se fit un devoir quotidien et impératif de se comporter en enfant terrible, parmi la foule des dignitaires en exil. Churchill devait dire un jour qu'il avait eu de lourdes croix à porter pendant la guerre, mais qu'aucune n'avait été aussi lourde que la croix de Lorraine. Et nul n'en était plus fier que le général de Gaulle. À cela s'ajoute le fait que la France fut tenue à l'écart par les Américains et les Britanniques dans le règlement des grands problèmes politiques de l'après-guerre. Elle n'a participé ni à la conférence de Yalta, ni à celle de Potsdam, et n'a joué qu'un rôle de second plan dans la mise en place de l'Organisation des Nations Unies. Le général de Gaulle en fut profondément outré. Il s'efforça donc de redonner à la France le rôle devant lui revenir, dans les affaires internationales. Il s'éleva contre la conception de la division du monde en deux blocs hostiles, dirigés par les Américains et les Soviétiques, et préconisa la mise en place d'une sorte de multilatéralisme dans lequel la France jouerait un rôle primordial. De Gaulle plaida pour une Europe européenne. Il critiquait âprement les technocrates du soi-disant exécutif européen de Bruxelles, s'érigeait contre toute idée de supranationalité et soulignait que pour aller à l'union de l'Europe, les États sont les seuls éléments valables. Tout système qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aréopages internationaux serait incompatible avec les droits et les devoirs de la République française. Mais aussi, un pareil système se trouverait à coup sûr impuissant à entraîner et à diriger les peuples et pour commencer, le nôtre, dans des domaines où leur âme et leur chair sont en cause. Cette abdication des États européens, en particulier de la France, aboutirait inévitablement à une sujétion extérieure. Pour de Gaulle, l'Alliance atlantique n'était que la subordination militaire et politique de l'Europe occidentale aux États-Unis d'Amérique. Henry Kissinger explique que what de Gaulle had in mind was a Europe organized along the lines of Bismarck's Germany, that is, unifiée on the basis of state, one of which France would play the dominant role, with the same function that Prussia had had inside Imperial Germany. But unlike Prussia, France was not the strongest state in Western Europe. It did not have the economic muscle to dominate the others, and finally it was in no position to dominate an equilibrium containing the two superpowers. La politique de l'Élysée suscitait donc des réserves des autres pays de la communauté. Méfiant vis-à-vis des arrière-pensées HE-GE-monique de l'homme d'État français, il se sentait sécurisé par le parapluie atomique américain et se montrait sceptique quant à l'efficacité d'une éventuelle protection militaire française malgré l'accession de la France à l'arme atomique. Et il y avait aussi le problème de la Grande-Bretagne, dont l'adhésion était souhaitée par les États membres de la communauté. C'est dire que l'Europe des six décelait à cette époque bien des divergences politiques, et était loin de parler d'une seule voix. Une crise entre la France et ses partenaires de la communauté s'est produite en novembre 1958,
lorsque le gouvernement français a rejeté la proposition britannique d'une zone de libre-échange, à laquelle 19 pays travaillaient ensemble depuis juillet 1956. Jean-Charles Snoy, un des négociateurs du traité de Rome, dira que la France ne pouvait pas traiter avec plus de mépris les autres pays européens et les deux organisations internationales dont elle prétendait continuer à faire partie, l'OECE et la CEE. C'était la première des grandes crises européennes provoquées par le général de Gaulle. Le 17 septembre 1959, de Gaulle adressait un mémorandum au président Eisenhower et au Premier ministre Macmillan proposant la modification des structures de l'Alliance Atlantique pour en confier la direction à un triumvirat formé par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, lequel dirigerait au nom de l'Occident les affaires mondiales. Comme ce projet risquait de substituer à l'Alliance à 15 une alliance à 3, il provoqua une réaction des États membres de la communauté. Pouvait-on admettre une minute que des pays comme l'Allemagne et l'Italie, que les autres États plus petits accepteraient de se rallier aveuglément à des décisions prises en dehors d'eux? Mais la tempête fut de courte durée. La demande gaullienne fut rejetée sèchement. On lui a fait savoir qu'il n'existait pas de directoire anglo-américain et que les deux grands n'avaient nullement l'intention d'institutionnaliser leur coopération en une sorte de directoire. De Gaulle a réagi par une série de mesures visant à marquer l'indépendance de la France vis-à-vis de l'OTAN. Il refusa d'aider à l'intégration des aviations alliées, n'a pas voulu appliquer les règles de financement commun des engins balistiques à portée moyenne, IRBM, a retiré la flotte française de la Méditerranée du commandement de l'OTAN, refusa d'accepter pour les avions américains le stockage de leurs armes atomiques. La volonté de la France de se doter dès 1960 d'une arme atomique et donc de fonder sa défense sur sa force de frappe nucléaire, déboucha sur une divergence fondamentale avec ses partenaires européens, ces derniers articulant leur système de sécurité sur la dissuasion nucléaire américaine. Désormais, les relations politiques avec les États-Unis ne seront pas perçues de la même manière. D'autres divergences se sont manifestées à l'occasion de la décolonisation, tant bilatéralement qu'aux Nations Unies. Si au Conseil de sécurité, la France et l'Italie ont adopté en 1959 une position identique dans l'affaire du Laos, ainsi qu'en 1960 dans la résolution relative au rôle assigné aux grandes puissances dans le maintien de la paix internationale, dans l'affaire Eichmann, en ce qui concerne la plainte de Cuba contre les États-Unis et pour ce qui est de la situation en République dominicaine. En revanche, dans l'affaire de l'Union sud-africaine, l'Italie s'est prononcée en faveur de la résolution adoptée par le Conseil alors que la France s'est abstenue. Ces disparités se sont manifestées également à l'Assemblée générale. Lors du vote sur le Sud-Ouest africain à la 4e commission, l'Italie a voté pour, alors que la France, la Belgique et les Pays-Bas se sont abstenus. À l'occasion de l'accession du Congo à l'indépendance, des divergences se sont manifestées dans les relations franco-belges, la France rappelant que son droit de préférence sur le Congo subsistait et continuerait à subsister. Au Conseil de sécurité, l'Italie a voté en faveur de l'envoi des forces des Nations Unies au Congo, tandis que la France s'est abstenue. De Gaulle était catégoriquement opposé à toute action de l'ONU dans ce pays. En revanche, l'Italie a suivi l'exemple de la France en s'abstenant comme elle, dans l'affaire du retrait des troupes belges du Katanga. C'est dans ce contexte international trouble, on était en pleine ascension des pays du tiers-monde et la guerre froide battait son plein, que se situe la tentative française d'instaurer une union politique de l'Europe des Six, qui comporterait le début d'une politique étrangère et de sécurité commune pouvant éventuellement conduire à l'instauration d'une confédération européenne. Étant d'avis que la construction politique était implicitement contenue dans l'intégration économique, et qu'à la longue, celle-ci ne subsisterait pas sans celle-là, le général lança son projet de coopération politique lorsqu'il fut clair pour lui que la France se dégageait de l'emprise de la guerre algérienne et qu'elle retrouvera bientôt sa liberté de manœuvre. Les 14 au 15 septembre 1958, il recevait à Colombey les deux églises le chancelier Konrad Adenauer auquel il assura que l'Union de l'Europe exige avant tout la coopération de Paris et de Bonn. Il annonça à l'homme d'État allemand que la France comptait proposer aux Six de se concerter régulièrement sur toutes les questions politiques qui se posent à l'univers, et le chancelier acquiesça.
De Gaulle signala également que la France envisageait de sortir un jour ou l'autre du système de l'OTAN, et qu'elle va se doter d'armements nucléaires auxquels l'intégration ne saurait être applicable. C'est le 13 février 1960 qu'aura lieu l'explosion au Sahara de la première bombe atomique française. Une autre rencontre entre De Gaulle et Adenauer eut lieu le 29 juillet 1960 à Rambouillet. Tout en n'étant pas absolument rassuré par les idées du général sur l'avenir de l'Europe, mais ayant besoin de l'appui inconditionnel de la France dans la question de Berlin, le chancelier allemand appuya les vues de son interlocuteur sur la question de la coopération politique européenne. Sans l'expliciter ouvertement, le général ambitionnait pour la France un rôle dirigeant dans l'Europe des Six, l'Allemagne participant dans cette entreprise en reconnaissant le leadership français. Lors de sa visite officielle à Rome, le 24 juin 1959, le général de Gaulle proposa au président Gronchi une coopération européenne organisée. Un secrétariat permanent préparait des réunions périodiques des ministres des Affaires étrangères. Le président italien se déclara d'accord. Au cours des conversations préparatoires engagées par le gouvernement français, Eugène Chaos, ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, s'est dit partisan convaincu de la coopération politique des Six, faute de quoi, a-t-il souligné, les membres les plus importants ont tendance à se consulter entre eux et à négliger les autres. Le Premier ministre Pierre Werner ajoute qu', un certain leadership français ne nous déplaisait pas. Aucun autre État membre n'était dans la situation de pouvoir le revendiquer. Ceci dit, la thèse luxembourgeoise était celle de l'intangibilité des traités conclus et ratifiés. Et dès lors, le Luxembourg se trouva dans une situation assez inconfortable vis-à-vis de ses partenaires belges et néerlandais qui lui reprochaient de rompre le front Benelux. L'Allemagne et l'Italie se sont dites plutôt favorables aux propositions françaises, tout en marquant quelques réserves. En Belgique, on craignait que l'initiative française avait pour but de vider la CEE de toute autorité et de toute compétence propre, et à détruire ainsi ce qui pouvait exister potentiellement pour un pouvoir européen indépendant. Le gouvernement a donc examiné les propositions françaises avec pragmatisme, en insistant que soient respectées les compétences des communautés économiques européennes. En second lieu, la politique européenne de la CEE ne devait pas éloigner les 6 États membres de la Grande-Bretagne, ou donner l'impression à celle-ci qu'ils aimeraient former une entente à part. Lors de son entretien avec l'ambassadeur de France Bousquet, le 15 juillet 1959, le chef de la diplomatie belge, Pierre Winny, a noté que, s'il n'était pas possible d'associer le ministre des Affaires étrangères britannique au contact périodique des Six, il était tout à fait essentiel que les réunions des ministres membres de la CEE apparaissent pas dirigées contre la politique britannique ou, tout au moins, comme un moyen de contrebalancer, par une sorte de directoire continental européen, l'action anglo-saxonne sur l'OTAN. Pour les Pays-Bas, l'adhésion de la Grande-Bretagne était le préalable de la coopération politique. Une autre objection avait trait à l'incidence de la coopération politique sur l'Alliance atlantique. Dans ses considérations sur le développement de la coopération entre les 6 pays des communautés européennes, et sur leurs relations extérieures, présentées à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la CEE tenue à Bruxelles le 13 octobre 1959, le gouvernement belge a estimé que les consultations ministérielles seront conduites sans préjudice des consultations qui ont lieu à l'Organisation atlantique et à l'UEO. Lorsque ces organisations sont intéressées, elles seront tenues informées en tant que de besoin. La Commission et la Haute Autorité des Communautés européennes seront informées dans le cadre de leurs compétences et pourront être invitées à prendre part aux consultations des 6 ministres. Pierre Winny a précisé qu', une partie importante de la politique étrangère qui intéresse les 6 pays, fait déjà l'objet de consultations approfondies au sein de l'OTAN, où toutes les nations de l'Alliance, petites et grandes, ont leur mot à dire. Il faut donc avant tout éviter de laisser penser que les problèmes qui sont de la compétence de l'OTAN doivent être normalement exclus des conversations à 6. Ces idées étaient partagées par le gouvernement des Pays-Bas, dont l'attitude fut franchement en opposition avec les thèses françaises. Pour le ministre des Affaires étrangères Joseph Lins, l'Alliance atlantique devait rester le fondement essentiel de la politique étrangère européenne. En dehors de l'OTAN, il ne peut pas y avoir de politique étrangère autonome.
Il importait d'éviter toute procédure qui, en déplaçant le centre d'intérêt des consultations en matière de politique extérieure, pourrait paraître comme un affaiblissement de l'OTAN dans ce domaine. Si d'ores et déjà, la communauté européenne constitue dans le monde un bloc économique important, elle n'est pas encore une puissance militaire et sur ce plan, elle aura encore longtemps besoin de l'appui de ses alliés d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. Réunis à Strasbourg le 23 novembre 1959, les ministres des Affaires étrangères des six ont néanmoins fini par approuver le principe des consultations trimestrielles sur la politique extérieure, dont les modalités d'application restaient à être précisées. Le gouvernement français a continué ses démarches auprès de ses 5 partenaires en essayant d'atténuer les oppositions. Un sommet des 6 fut organisé à Paris le 10 février 1961. Peu après, un changement politique eut lieu en Belgique. Le gouvernement Esquens fut remplacé par celui de Théo Lefèvre, et Paul-Henri Spaak, qui venait de quitter le 31 mars son poste de secrétaire général de l'OTAN, redevenait le 25 avril ministre des Affaires étrangères. Initialement, ce signataire du traité de Rome se déclara plutôt favorable aux propositions françaises, mais resta très attentif et multiplia ses contacts. Un deuxième sommet, réuni à Bonn le 18 juillet 1961, se déroula dans une ambiance détendue. Il fut convenu que les 6 se réuniraient à intervalles réguliers pour confronter leurs attitudes en matière de politique étrangère. Une commission préparatoire soumettrait des propositions sur les modalités de ce dessein communautaire. Des divergences sont néanmoins apparues sur plusieurs aspects du projet. Selon les partenaires de la France, la construction de l'unité politique de l'Europe devait aller de pair avec le renforcement de la coopération atlantique. Une autre pierre d'achoppement avait trait aux intentions françaises de réduire les attributions de la Commission au strict minimum. Soutenu par les Hollandais, Spaak a fait à ce sujet les réserves les plus expresses. Les propositions françaises remaniées allaient être formellement présentées aux 5 États membres sous forme de plan Fouchet, rendu public dans sa version initiale le 19 octobre 1961, par le fidèle collaborateur du général de Gaulle, Christian Fouchet, ambassadeur au Danemark. Au terme de ce document, l'Union européenne aura pour but de parvenir, dans les questions qui présentent un intérêt commun pour les États membres, à l'adoption d'une politique étrangère commune, ainsi que de renforcer, en coopération avec les autres nations libres, la sécurité des États membres contre toute agression grâce à l'adoption d'une politique commune de défense, AR. 2. Laquelle contribuerait au renforcement de l'Alliance Atlantique. L'AR. 16 ajoutait que 3 ans après l'entrée en vigueur du traité instaurant l'Union, celui-ci sera soumis à une révision générale qui devrait avoir pour objectifs principaux l'établissement d'une politique étrangère unifiée. Cette révision permettrait d'associer plus étroitement l'Assemblée parlementaire européenne à la mise en œuvre des politiques communes. Au terme de l'AR. 17, l'Union était ouverte à l'adhésion des membres du Conseil de l'Europe, qui au préalable adhéreraient aux communautés européennes. Le projet du traité prévoyait la création d'une commission exécutive et d'un secrétariat général. Bien entendu, il s'agissait d'une coopération exclusivement intergouvernementale, les États membres prenant leurs décisions à l'unanimité. Comment croire, écrivait le ministre des Affaires étrangères Couve de Murville, que d'autres autorités que les gouvernements responsables puissent débattre de sujets qui tiennent à la vie même de ces nations, tels que les rapports avec l'Est, la question allemande, les liens avec les États-Unis ou l'organisation de la défense? Imagine-t-on nos États décidant à la majorité de la question de savoir s'ils approuvent la politique américaine au Vietnam, quelle politique ils adoptent dans le conflit israélo-arabe, ou comment ils définissent leur position par rapport à tel ou tel pays d'Afrique? Vivement soutenue par la France, la première mouture du plan Fouchet a reçu un accueil plutôt favorable, les 5 pays de la CEE se félicitant que le traité de Rome et le statut de la Commission n'avaient pas été contestés. Mais ils ont exprimé en même temps un certain nombre de réserves, notamment en ce qui concerne le problème de supranationalité négligé dans le projet. Des pourparlers s'engagèrent donc pour opérer un rapprochement des points de vue, mais cela ne se fit pas. Le 18 janvier 1962, Paris présentait une seconde version du plan Fouchet qui comportait d'importants changements.
Apparemment, les négociateurs français ont été désavoués par le Quai d'Orsay ou plus probablement par le général de Gaulle. Les structures communautaires étaient modifiées, la compétence de l'Union étant étendue au domaine de l'économie. Le plan ne mentionnait plus l'organisation atlantique, le rôle de l'Assemblée parlementaire était réduit, et la clause de révision devant permettre ultérieurement les prises de décision à la majorité fut supprimée. La démarche française allait provoquer une véritable tempête. Les Pays-Bas, mais aussi la Belgique, étaient d'avis qu'elle préconisait une Europe des patries, une Europe qui serait conçue à l'écart de l'égalité des États, placée en fait sous l'autorité française. Joseph Lens, qui dirigeait la politique étrangère des Pays-Bas depuis bientôt une quinzaine d'années, s'est dit absolument opposé au caractère régulier des réunions des chefs d'État ou de gouvernement, et s'éleva avec force contre l'intention des Français de réduire le rôle de la Commission. En plus, les Hollandais, mais également les Belges et les Italiens, continuaient à penser que l'édification de l'Union européenne n'avait pas beaucoup de sens sans une participation britannique, et réclamaient au préalable l'élargissement de la communauté par l'adhésion de la Grande-Bretagne, laquelle avait d'ailleurs engagé de discrets sondages en vue de sa participation aux discussions. Pour les pays du Benelux, l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE s'inscrivait dans une politique d'équilibre européen, à leurs yeux indispensable afin de garantir aux petits pays leur indépendance, mais alléguant le special relationship des Britanniques vis-à-vis des États-Unis, de Gaulle s'y opposa catégoriquement. À la réunion des ministres des Affaires étrangères de Luxembourg du 20 mars 1962, les 5 ont présenté leur projet de traité, mais il s'avéra incompatible avec le texte français. Pour Paul-Henri Spaak, ce dernier ne contenait aucune promesse pour l'avenir et comportait en plus certaines menaces pour la poursuite des activités des communautés existantes. Le ton n'était plus à la conciliation. Reprochant à l'homme d'État belge son incohérence, Spaak savait parfaitement que les Anglais n'accepteront pas une formule de type supranational. Couve de Murville dira que l'hostilité de l'homme d'État belge est devenue presque agressive. En fin de compte, à la dernière rencontre des 6, le 17 avril 1962, l'opposition belgo-hollandaise fit définitivement échec au plan français. Chacun est resté sur ses positions. À Paris, ce fut une déception, et pas seulement à Paris. Le chancelier Adenauer regretta cette déconvenue, et pendant longtemps il en voudra à Joseph Lens pour son opposition à ce plan. Le ministre des Affaires étrangères Schröder confirmera que the federal government will do everything in its power to promote the plan for a European political union. Le président Kennedy a réagi lui aussi en proposant à l'Europe, le 4 juillet 1962, un partenariat atlantique devant lier le vieux continent à l'Amérique sur un pied d'égalité, mais ces propos n'ont nullement ébranlé la détermination du général de Gaulle à poursuivre son désengagement vis-à-vis de l'OTAN. Le 24 juillet, Spaak fit une tentative de compromis en proposant à de Gaulle d'ériger la commission politique, prévue dans le plan comme instrument du Conseil des États, en un pouvoir indépendant des gouvernements. Mais l'homme d'État français refusa net. Quant à son ministre des Affaires étrangères, il tira des conclusions en expliquant la spécificité de la position des petits États de l'Europe face aux puissances. En fait, les deux points de vue étaient difficilement conciliables. Laissant de côté toute prudence rhétorique, Spaak affirma hautement que l'Europe ne peut se concevoir et se faire que dans l'égalité des États. C'est là peut-être une idée difficile à accepter par les grandes puissances, mais c'est la condition sine qua non de la réussite de l'opération. Ce qui serait dangereux et vraiment inacceptable, c'est que certains grands pays puissent s'imaginer que lorsqu'ils sont arrivés à un accord entre eux, les problèmes sont automatiquement résolus. La réplique de certains observateurs politiques ne tarda pas. Ce refus catégorique d'une domination des puissances était-il pleinement conciliable avec la ferme acceptation par l'homme d'État belge d'une obédience vis-à-vis des États-Unis ? Après sa déconvenue communautaire, la France allait s'orienter, faute de mieux, dans la voie d'une coopération bilatérale accrue avec l'Allemagne. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle signait le traité franco-allemand prévoyant que les deux gouvernements se consulteront, avant de prendre une décision sur toute question importante de politique étrangère, plus spécialement sur les questions d'intérêt commun, afin d'arriver dans la mesure du possible à une position analogue. Le rapprochement avec l'Allemagne fut conçu, tout au moins en partie,
comme une alternative à l'impasse européenne. Sous cette réserve cependant qu'il ne modifiait en rien l'attitude de l'Allemagne en ce qui concerne ses relations avec les États-Unis. Opposé à toute idée de directoire de grande puissance en Europe, Spaak accorda une interview aux Izvestia de Moscou, dans laquelle il critiqua le traité instaurant le dialogue franco-allemand, critique qui lui a valu une réplique du gouvernement de Bonn. Quant au général, il persistera dans son refus d'adhésion de la Grande-Bretagne à la communauté, adhésion préconisée pourtant par les 5 États membres. Les négociations relatives à cette adhésion se sont ouvertes le 8 novembre 1961. Dans sa conférence de presse du 14 janvier 1963, Charles de Gaulle annonça ce refus. Il expliqua que le traité de Rome a été conclu entre 6 pays continentaux qui, économiquement parlant, sont de la même nature, mais ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne qui est une puissance insulaire, liée par ses échanges, ses marchés, son ravitaillement aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Elle exerce une activité essentiellement industrielle et commerciale, et très peu agricole. Elle a dans son travail, des habitudes et des traditions très marquées, très originales. Bref, la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre, diffèrent profondément de celles des continentaux. Parmi les 5, ce fut la stupeur. Henri Brugman dit que, contrairement aux stipulations du traité franco-germanique, the French decision to veto the British entry into EEC was not worked out in cooperation with the Germans, but came as a surprise to them, at all the European partners. Joseph Lins, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, n'a pas retenu son sentiment de déception. Paul-Henri Spaak, ministre belge des Affaires étrangères, s'est dit indigné et contesta la description que le général a donnée de la Grande-Bretagne. M. Schröder, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne fédérale, refusa l'idée d'un éventuel octroi à la Grande-Bretagne du statut de membre associé. Non, a-t-il dit, ce pays doit être un membre de plein droit. Le gouvernement italien annonça qu'il continuerait de soutenir fermement l'entrée des Britanniques dans le marché commun. Le veto du général ouvrait parmi les 6 une crise qui portait sur la conception même d'une organisation politique de l'Europe. Spaak dira qu'il n'y avait pas possibilité de concilier fondamentalement l'idée de l'Europe des patries et l'idée de l'Europe supranationale. La crise s'aggrava par le fait que, défendant ses positions en matière de politique agricole et manifestant son mécontentement vis-à-vis des mécanismes de prise de décision communautaire, la France pratiquera au sein de la communauté, de juin 1965 à janvier 1966, la politique de la chaise vide, laquelle n'a pris fin que le 30 janvier par l'adoption du compromis de Luxembourg sacralisant le principe d'unanimité. Tout au long de ces années, les relations extérieures des 6 sont restées disparates. Contrairement à ses partenaires européens, c'est déjà le 27 janvier 1964 que la France a reconnu la Chine populaire. Certes, en 1965, la France et les Pays-Bas ont adopté au Conseil de sécurité la même attitude dans l'affaire de Chypre, en ce qui concerne la situation prévalant en République dominicaine, dans le conflit opposant l'Inde au Pakistan et vis-à-vis de la plainte du Sénégal contre le Portugal. Néanmoins, si les Pays-Bas ont voté en faveur des résolutions portant sur la situation en Rhodésie du Sud, ainsi que sur la politique coloniale du Portugal, la France avait opté dans ces affaires pour une abstention. Ces clivages se sont confirmés au cours de l'année 1966. Les 2 pays avaient la même attitude en ce qui concerne Chypre, dans l'affaire des mercenaires venus du Portugal au Congo, ainsi que dans le conflit israélo-jordanien. Pour ce qui est de l'imposition des sanctions économiques à la Rhodésie du Sud, les Pays-Bas se sont exprimés en leur faveur tandis que la France s'est abstenue. Le 10 mars 1966, le général de Gaulle annonça officiellement l'intention de la France de se retirer de la structure militaire intégrée de l'Alliance Atlantique. Les 14 États membres de celle-ci ont réagi en réaffirmant le 18 mars leur attachement à l'OTAN. We are convinced, disait leur communiqué, that this organization is essential and will continue. No system of bilateral arrangement can be a substitution. En effet, pour les 5 pays de la communauté, le parapluie américain offrait plus de sécurité qu'une dissuasion nationale française dont la crédibilité était contestée. En fait, le geste français avait une signification qui dépassait largement le cadre européen ou atlantique. Se montrant exagérément optimiste,
De Gaulle estimait qu'il n'y avait en fait aucun risque de conflit armé avec l'Union soviétique, et dans ces conditions, le général s'est rendu en juin à Moscou pour discuter des modalités des relations privilégiées avec les dirigeants soviétiques. Il y fut reçu avec faste. Dans son discours de Phnom Penh, prononcé le 1er septembre 1966, De Gaulle a dénoncé la responsabilité américaine dans la guerre du Vietnam et condamna une escalade de plus en plus proche de la Chine, de plus en plus provocante à l'égard de l'Union soviétique. S'élevant contre l'hégémonie américaine dans le monde, l'homme d'État français préconisa une indépendance européenne vis-à-vis des États-Unis, et en même temps la révision des liens transatlantiques. Or, appréhendant un renversement des alliances au profit de l'URSS, les partenaires européens de la France sont restés sceptiques et donc fidèles à l'Alliance. En fin de compte, le 14 décembre 1966, le Conseil de l'Atlantique Nord approuvait le rapport Harmel sur les futures tâches de l'Alliance, ce qui ne s'inscrivait pas exactement dans les idées de Charles de Gaulle. En fait, l'Europe politique était en pleine crise. M. Couve de Murville, ministre français des Affaires étrangères, l'a pleinement reconnu, en déclarant le 18 octobre 1966 « Si nous pouvions parvenir à organiser cette Europe occidentale, non seulement économiquement, mais aussi politiquement, il en résulterait pour tout le monde et en particulier pour nous de très grands avantages. La difficulté, c'est que nous n'y sommes pas jusqu'à maintenant parvenus. Nous avons dans une certaine mesure réussi avec le marché commun, dans le domaine économique. Mais il faut bien reconnaître que nous n'avons dans le domaine politique, jusqu'à présent réalisé aucun progrès, malgré des efforts importants et prolongés, parce que nous ne sommes pas d'accord avec nos partenaires sur les fins de notre politique, et par conséquent de notre organisation éventuelle. Malgré ces divergences politiques, elles étaient profondes, l'avenir de la communauté n'était guère bloqué, car bien entendu, l'Europe des 6 groupés des États qui dans leur diversité nationale étaient néanmoins unis dans leurs intérêts économiques essentiels. Présidée depuis le 6 juillet 1967 par le Belge Jean Rey, la Commission a redoublé d'efforts pour réaliser dans les délais l'union douanière prévue par le traité de Rome, laquelle fut achevée le 1er juillet 1968 avec 1 an et demi d'avance sur le calendrier. Cette réalisation eut lieu peu avant le départ du général de Gaulle. Mise en difficulté à l'occasion des événements de mai 1968, ce dernier assista désabusé à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces de l'URSS, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne et de la RDA, ce qui a remis en question sa politique d'ouverture à l'Est, devenue peu crédible. Peu après, il allait subir une lourde défaite lors du référendum du 27 avril 1969, 52,41% des voix s'étant prononcées contre le général. L'homme qui a sauvé l'honneur de la France en 1940, assura sa victoire en 1944 et évita à la France la guerre civile en 1958, quittait le pouvoir. 3. Le rapport d'Avignon. Le Conseil de Luxembourg, 27 octobre 1970. L'événement fut considérable. Il ouvrait à l'intégration européenne de nouvelles perspectives politiques. On estimait de plus en plus que la politique étrangère devait aller de pair avec la politique de développement intérieur de la communauté. La réussite du marché commun et son expansion postulaient l'élargissement de la communauté, son intégration économique devant être graduellement complétée par une certaine coopération politique, y compris en matière de politique étrangère, voire de défense. Dans leur déclaration du 28 avril 1969, les gouvernements italiens et britanniques ont souligné que l'intégration économique et politique de l'Europe sont toutes les deux essentielles et que l'une ne peut pas progresser sans l'autre. L'Europe doit de plus en plus développer une politique internationale commune afin qu'elle puisse agir avec une efficacité grandissante dans les affaires internationales. Certes, les États membres devraient rester responsables de leur politique étrangère, mais il fallait soumettre celle-ci à un processus de consultation et de coordination. La tâche s'annonçait ardue, car comme déjà noté, il y a une différence de nature entre l'action économique et l'action politique. Au sommet de La Haye, 1er et 2 décembre 1969, le président Pompidou a proposé la tenue des réunions périodiques des ministres des Affaires étrangères des 6 pour discuter des problèmes de politique internationale, plus spécialement les rapports de l'Europe avec les États-Unis et les pays de l'Europe de l'Est.
Il en résulterait une certaine harmonisation de la politique étrangère des États membres, lesquels procéderaient en même temps à une amélioration de l'information réciproque. Face à cette proposition, l'Allemagne s'est montrée assez réticente, estimant que l'Europe ne peut avoir de politique vis-à-vis du reste du monde sans que les liens entre les États membres aient été préalablement resserrés par des progrès dans l'intégration, l'harmonisation des politiques et des décisions en matière institutionnelle. Les 6 chefs d'État ou de gouvernement ont néanmoins constaté qu'avec le passage à la phase définitive du marché commun, la construction européenne est arrivée à un tournant de son histoire, et qu'en conséquence, il y avait lieu de préparer les voies d'une Europe unie en mesure d'assumer ses responsabilités dans le monde de demain et d'apporter une contribution répondant à sa tradition et à sa mission. Pour donner suite à des considérations de la réunion de La Haye, il fut créé un comité réunissant les directeurs des affaires politiques des 6 ministères des Affaires étrangères qui allaient préparer, sous la présidence du Belge Étienne Davignon, un rapport sur les problèmes de l'unification politique. Les objectifs que se proposait le comité étaient ambitieux. Reprenant l'idée du président Pompidou, il se proposait de mettre en place une information permanente et des consultations régulières sur les problèmes importants de politique internationale qui seraient susceptibles de renforcer la solidarité européenne par l'harmonisation des points de vue, et conduiraient à des accords sur les différentes positions, voire, si possible et souhaitable, à des actions communes. Le Conseil qui s'est réuni en mai 1970 à Viterbo, et ensuite au mois de juillet à Bruxelles, a examiné ce rapport d'Avignon, mais initialement sans beaucoup de succès, car il avait à traiter d'autres importants dossiers. Depuis le 30 juin, les 6 venaient d'ouvrir les négociations d'adhésion à la communauté de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège. On notera qu'à l'époque, 2 conceptions s'opposaient. Certains États membres continuaient à considérer la politique étrangère comme un élément fondamental de leur souveraineté et hésitaient à s'engager dans des discussions à ce sujet, alors que d'autres craignaient qu'une coopération intergouvernementale n'affaiblisse l'intégration européenne. Joseph Lins, ministre hollandais des Affaires étrangères, dira que la montagne a grondé mais a accouché d'une souris. Il n'empêche que le 27 octobre 1970, les ministres des Affaires étrangères réunis à Luxembourg ont adopté dans un climat de semi-indifférence le rapport du comité sous sa forme définitive. Il affirma qu'il y avait lieu de rapprocher le moment où l'Europe pourra s'exprimer d'une seule voix, et préconisa que la construction européenne se poursuive par étapes successives et que se développe, de manière graduelle, la méthode et les instruments les plus appropriés pour permettre une action politique commune. Le rapport constata que les développements des communautés européennes imposent aux États membres la nécessité d'accroître leur coopération politique, et dans une première étape, de se doter des moyens d'harmoniser leurs points de vue en matière de politique internationale. Les ministres ont donc proposé au gouvernement de coopérer en matière de politique étrangère, en assurant par une information et des consultations régulières une meilleure compréhension mutuelle sur les grands problèmes de politique internationale, et en renforçant leur solidarité par une harmonisation des points de vue, la concertation des attitudes et lorsque cela paraîtra possible et souhaitable, des actions communes. Les gouvernements se consulteront sur toutes les questions importantes de politique étrangère. À l'initiative du président en exercice, les ministres des Affaires étrangères se réuniront au moins tous les 6 mois, mais en cas de gravité des circonstances ou l'importance des sujets à traiter, cette réunion pourra être remplacée par une conférence des chefs d'État ou de gouvernement. Les réunions ministérielles seront préparées par un comité composé par les directeurs des affaires politiques, lequel se réunit lui aussi au moins 4 fois par an. Dans les cas où les travaux des ministres entraîneraient des effets sur les activités des communautés européennes, la Commission serait invitée à faire connaître son avis. L'opinion publique et ses représentants, notamment l'Assemblée parlementaire européenne, seront associés à cette édification de l'union politique. Il avait été décidé que les ministres des Affaires étrangères déposeront leur second rapport d'ensemble au plus tard 2 ans après la mise en œuvre de la consultation en matière de politique étrangère, rapport qui contiendra une évaluation des résultats obtenus par ladite consultation. Enfin, il a été convenu de tenir informés de l'évolution des travaux les États candidats à l'adhésion aux communautés, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Irlande,
le Danemark et la Norvège. L'apport du Conseil de Luxembourg visant à constituer une coopération politique européenne, CPE, fut certes novateur, mais il sous-estimait des obstacles à surmonter pour concrétiser ce projet, lequel décelait en même temps d'évidentes limites. La coopération politique restait une affaire purement intergouvernementale et non communautaire. Elle ne contenait aucune supranationalité. Même si les États membres parvenaient à se mettre d'accord sur une position commune, sa mise en vigueur relevait des États nationaux, non de la communauté. Elle ne reposait sur aucune base légale et ne créait aucune obligation juridique pour les États membres. Les engagements de ces derniers étaient de nature politique et morale, ils relevaient de leur bonne foi. Dans la mise en application de cette politique, il n'y aura pas de nette distinction entre d'une part, la politique étrangère proprement dite, et d'autre part, la politique économique extérieure comprenant les relations commerciales, les accords d'association, la coopération au développement et les sanctions économiques vis-à-vis des États tiers. Ce problème restera d'actualité pendant de longues années, et ne sera que partiellement réglé par le traité de Maastricht en 1992. La coopération politique ne disposait pas de structure administrative. Celle-ci était fournie par le pays qui assumait la présidence du Conseil pour 6 mois. Enfin, les attitudes adoptées par les États membres en matière de politique extérieure seront généralement déclaratoires et intentionnelles, n'impliquant aucune contrainte décisionnelle, laissant une large place à des interprétations gouvernementales souvent divergentes. Au fur et à mesure des années, surtout consécutivement aux élargissements successifs de la communauté, ce problème, à vrai dire cette dérive, posera de réelles difficultés quant à la crédibilité de la politique étrangère européenne, restée en fait essentiellement verbale. Malgré leurs insuffisances, plusieurs gouvernements se sont réjouis de l'adoption de ces nouveaux mécanismes de coopération politique. Le ministre français des Affaires étrangères déclara que « Si les 6 ont aujourd'hui réussi là où hier ils avaient échoué, c'est que, instruits par l'expérience, ils ont su résister à la tentation fallacieuse d'une certaine surenchère qui mène à l'abstraction, c'est-à-dire à l'inefficacité. » Les réunions régulières des ministres des Affaires étrangères, 2 fois par an, celles des chefs d'État ou de gouvernement, chaque fois que cela apparaîtra nécessaire, les rencontres fréquentes des directeurs politiques qui forment ce qu'on appelle déjà le comité politique, celles plus fréquentes encore des experts, voilà le moyen de créer progressivement l'intimité et la confiance mutuelle qui sont le préalable indispensable d'une action harmonieuse avant qu'elle devienne commune. Quelques années plus tard, Étienne d'Avignon notait que Born in Semi-Indifference, one could argue today with the inappreciable benefit of insight, that European political cooperation has become one of the most significant developments in Europe since the Treaty of Rome. Mais plusieurs hommes politiques, y compris certains dirigeants de la communauté, exprimaient leurs réserves et hésitaient, voire refusaient, à s'engager dans une véritable coopération politique européenne. 1 mois après l'adoption du rapport de Luxembourg, les États membres adoptaient des positions divergentes à l'encontre de l'admission de la Chine à l'ONU, un problème crucial de la vie internationale. Lors du vote à l'Assemblée générale, le 20 novembre 1970, la France et l'Italie votaient pour cette admission tandis que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg s'abstenaient. Peu après, la reprise par la France de ses essais nucléaires en Polynésie confirma les profondes divergences opposant les États membres de la communauté en matière des armes de destruction massive. Jean Rey, qui fut membre de la commission dès sa création en 1958. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.